merci à tous d'être présents et puis pour les quelques retardataires, ils entendront après. Donc aujourd'hui c'est une journée sur la thématique de Cefersol, donc Cefersol qui est le projet que vous verrez pour ceux qui seront encore là en fin d'après-midi, qui consiste en fait à expérimenter deux systèmes en conservation du sol et puis en optimisation des engrais verts. Et puis dans le cadre de cette journée, on va également visiter deux fermes maraîchères. Donc la première avec Monsieur Régis Gutmann qui est là et qui va nous faire la visite de ces parcelles, qui est plutôt voilà, sur une petite structure avec de l'agriculture de conservation et du maraîchage sol vivant. Donc voilà, je n'ai rien de plus à dire, je vais lui laisser la parole pour la suite. Bon bonjour tout le monde déjà, bienvenue. Du coup les jardins du Laïnsouk. C'est une parcelle familiale que j'ai récupérée en 2019. Pour l'historique, moi je suis de carrière plutôt mécanique, ingénieur. J'étais mécanicien dans la marine marchande pendant 4-5 ans je crois, parce que c'était par intermittence. Avant ça j'étais à l'armée, j'étais pas mécanicien là-bas, j'étais plutôt pompier. Du coup voilà, c'était une carrière très technique. J'ai un bac général en électrotech, donc je suis resté technique sur toute ma carrière jusqu'à cette reconversion. J'ai cherché à m'installer en maraîchage sol vivant depuis le début. Et les terres sur lesquelles on se trouve sont des terres familiales qui appartenaient à mon grand-père. Et à son décès, personne n'en voulait. Du coup, je me suis proposé et puis ils m'ont cédé les terres pour un prix correct. On était à 5 000 €. Donc c'est 72 arts qui se répartissent sur 225 mètres de long et 32 mètres de large. Les parcelles commencent juste derrière la double haie ici. Tout ce qui est en prairie derrière n'est pas à moi. C'est mon frère qui est en location dessus. Et la partie, quand vous êtes arrivé sur le chemin, la partie gauche, donc toute la partie prairie, n'est pas à moi non plus, c'est à mon frère également, en location. Donc moi j'ai vraiment les 32 mètres, c'est du chemin jusqu'à derrière la double haie. Et les 225 mètres, c'est donc du coup de l'entrée. Et là, si vous voyez dans le fond, il y a une double haie avec des protections d'arbres. Donc ça se trouve à l'extérieur de la clôture, mais toujours sur mes parcelles. C'est très compliqué à organiser pour éviter les longs déplacements, surtout que je ne suis pas mécanisé. Je n'ai rien de mécanisé. J'ai une tondeuse, voilà, c'est ça. C'est tout. C'est tout ce que j'ai, une tondeuse pour entretenir les passe-pieds. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai. Donc je fais tout à la main, donc ça a été un petit peu compliqué à organiser tout ça. Et pour l'organisation, je me suis beaucoup inspiré de la permaculture, qui organise beaucoup, que ce soit les jardins ou des modes de vie par zone. Il part de la zone 0 qui est la zone dans laquelle il y a l'habitation. Moi j'ai considéré que ça serait le milieu ici, où vous voyez les fondations sont les fondations d'une future grange. Je ne l'ai toujours pas mise en place. J'ai mis les fondations parce que c'était plus facile d'accès pour les camions avant de clôturer le tout et avant de commencer à organiser. Par contre pour la grange ce sera facile, je peux toujours venir avec un tracteur, c'est pas un problème. Donc c'est une future grange et je suis parti de cette zone là pour définir la zone 0 et la zone 1 étant le tunnel où on a besoin d'avoir un petit coup d'œil assez régulièrement, même au quotidien. La pépinière en fait partie, même s'il y a un petit peu d'espace entre la grange et la pépinière, il y a une raison à ça. Et ensuite les autres zones, c'est-à-dire que derrière la pépinière et derrière le tunnel, on a des forêts-jardins. Le forêt-jardin, c'est un principe de permaculture également. Donc on recrée une forêt dans laquelle on cultive principalement des arbres, des essences avec des fruits comestibles ou même des légumes pérennes. Et là, l'idée, c'est de faire des essais un petit peu. Donc là-bas, il y a 650 mètres carrés à peu près. Ici, il doit y avoir 200, je crois, 200 mètres carrés. Il y en a beaucoup moins. Et ensuite, 72 arts. Et ensuite, j'ai organisé les jardins. Au début, il y avait 4 jardins, mais le 4e, je l'ai un petit peu empiété avec la forêt-jardin. Donc j'ai 3 jardins et demi. Et ces 3 jardins et demi, donc, sont derrière vous, là. Tu restes ici. Allez. Donc les 3 jardins et demi sont derrière vous. On a celui qui est avec le couvert végétal, c'est le jardin 2. Et la première partie sur laquelle vous êtes passé devant en arrivant, c'est le jardin 1, celui qui est encore paillé. Donc chaque jardin, donc là je me suis basé sur des principes de micro-ferme où on commence à structurer
de façon assez carrée pour que la rentabilité et le fonctionnement soient le plus facile possible. Donc chaque jardin, c'est des planches de 17 mètres de long et il y a 40 planches. Ça m'a permis de pouvoir également de faire des rotations si je veux. Et au niveau des calculs de plants, des quantités de plants, les quantités de semis ou ce genre de choses, bah voilà, je sais qu'au jardin, si je mets tant de plants de tomates sur une longueur ou de courgettes ou tant de semis de carottes, j'ai la même chose au jardin 3, la même chose au jardin 2 si je veux faire un rang supplémentaire. Donc j'ai pas besoin de me taper la tête à refaire des calculs. Voilà, tout est standard quoi. Donc voilà pour l'organisation des jardins. Dans le tunnel, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que les 17 mètres de long, les 17 mètres de longueur de planche que j'ai à l'extérieur, je les ai à l'intérieur. Donc même si j'ai un tunnel de 48 mètres, j'ai 2 fois 17 mètres de long. C'est la même chose, pour le même principe, si maintenant je veux récupérer, je veux balancer quelque chose à l'extérieur, j'ai pas besoin de me casser la tête, c'est très facile, j'ai déjà mes quantités de plants, j'ai juste besoin de le bouger sur mon planning. Sur chaque jardin, j'ai implanté 3 longueurs de planches tutorées avec des treillis. Donc c'est des piquets piquets en bois qu'on utilise dans les vignes et des longueurs de treillis. Donc on voit dessus encore les restes de tomates. Bon, elles sont mortes, hein. Là je vais les laisser, je vais les enlever plutôt quand elles seront un peu plus sèches au printemps. C'est plus facile à enlever. Et ensuite j'ai mis en place également 3 longueurs, 3 planches, ce que j'ai appelé des planches permanentes, donc sur lesquelles j'ai mis des cultures permanentes. Donc là, juste derrière vous, on a de la rhubarbe et 2 cognassiers. Les cognassiers, donc dans ces planches permanentes, j'ai implanté en début d'année des arbres pour appliquer les principes d'agroforesterie. Donc culture, on réimplante les arbres dans les planches de culture. Donc là j'ai des cognassiers ici dans le jardin 2, j'ai des poiriers dans le jardin 1. Le jardin 3 qui est de l'autre côté là-bas à côté de la serre, j'ai des pommiers. Et dans le jardin 4, il est un peu empiété mais vous verrez plus tard, j'ai aussi d'autres pommiers je crois. Ouais c'est ça. Voilà. C'est déjà pas mal. Des questions sur la présentation des jardins ? Largeur de planche, ouais, 80 cm de largeur de planche et 40 cm de passe-pied. Que j'ai défini avec des pavés. Il y a des pavés à chaque bout de planche. Hein. Donc je me suis amusé la première année à poser les pavés. Je les ai pas achetés. Hein. Du coup, moi je fonctionne un peu à l'ancienne, vu que je fais tout manuellement, que ce soit les semis et les plantations. Je tire un cours d'eau à l'ancienne, quoi. Et le long de mon cours d'eau, je viens planter ce que j'ai besoin de planter. Et après, les distances, c'est 5, 10, 15, 20, et voilà, c'est bon. On n'a pas besoin de règles, on n'a rien besoin, on fait tout à la main et ça marche très bien. Pour les semis, je fais soit du semis direct, pour tout ce qui est carottes, radis, enfin tous les semis qu'on peut faire en direct. Alors, les premières années, j'étais avec un semoir Terradonis, c'est un semoir monorang qu'on pousse à la main. Et petit à petit, je commence à mettre au semis à la volée. Donc j'avais commencé l'année dernière, surtout en tunnel, où j'ai fait des semis de carottes à la volée. Bon, quand on fait du semis à la volée, en général, on densifie un peu trop. Donc on est passé au moins 2 fois, voire 3 fois pour éclaircir. Cette année, je me suis réessayé, et j'ai fait attention, et là, j'ai trouvé une bonne mise en place. On pourra aller voir tout à l'heure. J'ai pas encore éclairci du tout, et l'espacement entre les carottes est assez correct. Je pense qu'il y aura un petit éclaircissage à faire, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Au niveau de... Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas énorme la mise en place du monorang, hein. On le sort, on remplit, on clipse dessus. Il y a 2-3 ajustements à faire, mais voilà, c'est toujours un plus. Et après, l'autre avantage, c'est que vu que de toute façon je viens pas désherber avec d'outils mécaniques, j'ai pas besoin de rang vraiment. Donc quitte à gagner du temps, autant gagner du temps sur le semis. Et puis derrière, le désherbage, vu que c'est pas mécanisé, c'est juste manuel. C'est très ponctuel, j'ai pas besoin forcément de faire des rangs, quoi. C'est 100% irrigable. Ouais. Alors l'irrigation, j'ai mis en place une irrigation enterrée. Donc on voit derrière nous, là, juste derrière vous, il y a le cabanon. Dans le petit cabanon en hauteur, c'est un tableau électrique et en dessous, il y a 8 vannes. Et chaque vanne est dédiée à soit un jardin, soit une zone d'irrigation avec des robinets au bout. Donc là, de ce côté-ci, vous avez 2 regards. Vous avez un regard avec un asperceur et un regard sans. Dans le regard sans, quand on soulève le plateau, il y a une vanne avec une prise Gardena.
Donc là je peux venir brancher un tuyau. Donc si maintenant je fais du semis de carottes, admettons ici, et ben, je peux venir avec un tuyau Gardena, je branche, je viens tirer mon tuyau et je viens arroser de façon ponctuelle uniquement mon semis. Et après, si je veux arroser, c'est j'arrose tous les jardins ou alors tous les asperceurs sont orientables à 360 degrés. Donc je peux réduire ou alors carrément les enlever. Et il y a un clapet à l'intérieur, ce sont ce qu'ils appellent irrigation intégrale, je crois, il me semble. Et à l'intérieur, il y a un clapet qui vient stopper la sortie d'eau. Et donc du coup, bah voilà, il y a toute une zone que je veux pas arroser, j'arrose pas quoi. L'avantage, c'est que quand j'ai besoin d'arroser, par exemple en été, j'ai une programmation à l'intérieur. Je peux arroser sur 2 périodes. Donc la nuit de 14h à 6h du matin, je crois. 5h du matin. De 2h à 5h, pardon. Et l'après-midi de 14 à 17. Et vu que le matin, je ne vais pas me lever à 2h pour venir arroser, et à 14h, quand il fait très chaud en été, on n'a pas trop envie de sortir. Vu que je programme juste mes trucs, j'ai juste besoin d'ouvrir la vanne, et en fait le programmateur va démarrer automatiquement la pompe. Donc mes irrigations, mes plages d'irrigation sont bonnes. Moi je viens juste travailler le matin, très tôt, de 5h, 6h jusqu'à à peu près 11h midi. Et à ce moment-là, je mets en marche manuellement pour une autre zone. Et donc en une journée, je peux arroser 3 jardins. Et étant donné que j'ai 3 jardins et un tunnel à arroser, en gros, pratiquement tous les jours, à tous les 2 jours, je peux réarroser si c'est nécessaire, quoi. Voilà. Donc en rotation, ça se passe plutôt bien. L'irrigation, j'ai pas eu de soucis. Je fais l'irrigation de l'aspersion haute. Même sur les tomates ou autres, j'ai pas de problème de mildiou, de maladies particulières. C'est sûr, c'est toujours plus favorable. Mais vu les étés qu'on a, ça sèche assez vite. Si on a un été un peu plus humide, voilà, c'est un petit peu le problème. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment de soucis, quoi. L'inconvénient du système, c'est qu'il coûte très cher à l'installation. Mais par contre, l'avantage aussi, c'est que c'est un gain de temps. Au moment où on irrigue, ou au moment où on a besoin d'irriguer le plus souvent, c'est le moment où on a besoin de semer, planter, récolter, entretenir. Et donc du coup, moi ce que j'ai décidé, c'est de réduire mon temps sur l'irrigation pour me concentrer plus sur les autres choses. Donc pour réduire du temps, forcément, si on veut réduire en temps humain, on investit en temps financier, quoi. Oh. Ouais. Là-dessus, on doit être aux alentours de entre 10 et 12 000 euros, je crois. Ce qui coûte cher, c'est les tuyaux surtout, parce que j'ai 1 km de tuyaux répartis sur... donc il y a 225 mètres de long, hein, donc ça fait 4 fois la longueur des jardins. C'est normal parce que pour aller alimenter le jardin du fond, il faut que je tire un tuyau. Pour alimenter ce jardin, j'en tire un autre, et ainsi de suite, quoi. Si maintenant, dans des structures comme la mienne, des petites fermes, des petites surfaces, j'ai des collègues qui tirent, ils ont une pompe, ils ont un tuyau qui sort avec une vanne principale, et il y a un tuyau qui part de bout en bout des jardins avec des sorties sur lesquelles on vient brancher nos asperceurs mobiles qui sont sur piquet. Et là je me suis dit, le transport, un petit peu de transport de manutention fait qu'on peut casser les asperceurs, le temps qu'on y passe c'est au mauvais moment, donc moi j'ai préféré investir au début, j'avais l'argent pour ça, donc je me suis dit je me tente et on verra bien sur du long terme ce que ça donne. Et au bout du compte, je suis très content. Ouais. Ça me permet vraiment de passer très très peu de temps sur l'irrigation. Le seul temps que je passe en irrigation, c'est sur les jeunes plants dans la pépinière. Voilà. Et là encore, je suis en train de réfléchir à semi-automatiser aussi l'arrosage. Les tuyaux sont à quelle profondeur? Les tuyaux sont... Je crois que c'est 50 cm, je crois, quelque chose comme ça. 40-50 cm. Le hors-gel est 80 cm. Je suis pas allé au hors-gel parce qu'on n'a plus d'hiver comme on avait il y a 20 ans. C'est fini. On en aura toujours, mais vraiment c'est très très ponctuel. Mais de toute façon, en hiver, je n'irrigue pas. Et j'ai mis en place un système de purge manuel, un point bas juste en dessous des vannes, où j'ouvre la vanne et puis en fait l'air rentre par les asperceurs et l'eau ressort là-bas, quoi. Donc je purge quand même je purge les tuyaux quand même pour l'hiver. Couché. Voilà, oui. Pour les jeunes plants, du coup, le chauffage alors? Ouais, on va aller voir ça, ouais. Sur l'organisation, je voulais dire quelque chose tout à l'heure. Je
je sais plus. Donc en structure d'investissement, premières années, tunnel, irrigation. Le conteneur aussi, dans lequel j'ai mis tout le stockage. Le puits, qui se trouve juste derrière au niveau de la bouche. La connexion au réseau électrique, qui a été tirée de la petite maisonnette avec le graffiti dessus. Ils ont tiré jusqu'à l'entrée des jardins, donc il se trouve, il y avait à peu près 80 mètres à tirer. Et après, moi j'ai dû tirer un câble pour venir jusqu'au centre des jardins, alimenter le tableau principal. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Le grillage, la clôture. Ah oui, ce que j'avais pas dit, c'est... Je vous avais expliqué que les prés, donc derrière vous et derrière moi, sont des prés qui sont loués par mon frère. Mon frère est installé en éleveur de volailles en extérieur. Et du coup, au début, il était installé sur les prés ici et les prés derrière moi. Et c'est pour ça qu'on a clôturé. Et en fait, vu qu'il est parti là-bas, petit à petit, il me laisse un peu la main sur des choses que j'aimerais mettre en place. Donc derrière vous là-bas, ce qui a été bâché et qui est débâché, j'ai débâché hier et j'ai semé du blé, de l'épeautre et du seigle pour de la reproduction céréalière. Le seigle étant destiné à mes couverts végétaux, l'épeautre pour moi personnellement, et les blés sont destinés pour mon frère qui veut faire de la production de céréales pour ses volailles. Du coup, vous savez que normalement les céréales c'est sur catalogue, mais vu que lui va l'utiliser en interne pour lui-même, il ne le remet pas sur le marché, il peut faire comme il veut, il peut avoir des céréales de reproduction, c'est pas un problème. Voilà, et ensuite j'ai quelques poules là-bas, et je vais commencer à implanter des parcs, 4 parcs, pour faire de la reproduction de volailles, mais à titre personnel. Voilà, ça sera pas intégré au jardin. Mais les poules me servent, c'est-à-dire qu'en fin de culture cette année, quand je suis venu, j'ai tout nettoyé. Dans chaque parcelle, là, j'ai mis les poules au moins pendant 2-3 jours. Donc elles sont venues, elles ont gratté, elles ont picoré, elles se sont nourries de tous les insectes, de tous les œufs qui traînaient un petit peu partout. Et depuis que je fais ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est les météos des années qui font qu'il y en a un petit peu moins, mais j'ai moins l'impression que j'ai de pression par les limaces. Du coup c'est plutôt pas mal, et puis en même temps ça ramène un petit peu, ils viennent mélanger le sol, ils remettent tout ça à plat, et voilà. Et derrière j'ai semé des couverts. Le fonctionnement des jardins c'est beaucoup basé sur des rotations avec des couverts. J'essaie de travailler beaucoup avec des couverts d'interculture. Alors ce qu'on a derrière vous c'est du facélie, caméline, févrole, pois et vesse. Et je crois que j'avais un reste de moutarde aussi que j'ai dû mettre dedans. Non, je sème à la volée. Ouais, bah là j'ai même oublié de tasser, en fait j'y avais pensé après. Mais au bout du compte, on voit bien que même en surface, pour les grosses graines qui demanderaient à être enfouies, en fait elles germent et puis elles trouvent sortie. Alors l'avantage, et c'est aussi un avantage d'avoir l'aspersion comme ça en fixe, c'est qu'au moment où j'avais semé, c'était fin octobre, on avait encore quelques jours où il faisait assez chaud, on avait une vingtaine de degrés, il faisait pas trop frais la nuit. Donc ce que je devais faire attention, c'est que les graines ne sèchent pas. Parce que si maintenant il y a la petite radicelle qui sort de la graine et qui n'a pas trouvé encore à s'enfuir, si elle prend une journée de chaud et elle sèche, ben, j'ai perdu ma graine. Donc moi je suis venu et j'ai arrosé 5-10 minutes 2 fois par jour, histoire d'avoir la surface toute constamment humide. Et en faisant ça, en fait, bah voilà, on voit le taux de levée, il est assez bon. Donc ça c'est un couvert que j'aurais dû semer mi-septembre, mais j'avais une culture assez particulière l'année dernière parce que j'ai cultivé sur bâche sur l'ensemble des jardins. Donc j'ai tardé à débâcher parce que la culture sur bâche, on peut la cultiver jusqu'à septembre, voire début octobre. Donc au niveau des rotations, j'aurais dû la mettre en place mi-septembre, mais j'ai tardé un petit peu à cause de mon itinéraire de culture de cette année. Mais ça ne m'a pas empêché de le faire là, fin octobre. Et la plupart est gélif, sauf pour certaines plantes qui, tant qu'elles ne sont pas trop développées, ne vont pas geler. Mais moi ça ne me dérange pas. C'est quand même des plantes qui se détruisent assez facilement. Si maintenant je veux les détruire, je le couche, 15 jours de bâchage et 15 jours après, c'est détruit quoi. Tu as prévu de les détruire à quelle date ? Ça c'est prévu parce que je vais faire de la culture primeur sur tout le jardin 2. Donc la destruction au plus tard se fera, je dirais, entre mi et fin février.
pour que entre début et mi-mars, pardon, je puisse venir commencer à soit à semer, soit à planter les primeurs, tout ce qui est carottes, radis, les salades, tout ça quoi. Donc là on a le semoir dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est le semoir monorange chez Terradonis. Je pense que si c'était à refaire, je rachèterais pas ça. Parce que ouais, il coûte cher. Il est pas ici très bien, hein, très bonne qualité pour le prix et tout. On est quand même sur 600 €. Vu que j'évolue vers du semi à la volée, voilà, je me dis que j'aurais investi dans un plus petit, quelque chose un peu moins cher ou d'occasion, et puis après, bah voilà, ça aurait été. Je peux toujours le revendre, c'est pas un problème, mais voilà. Et ensuite, pour coucher les couverts, alors j'ai 2 couverts, donc j'ai le couvert qui est derrière vous, donc ça c'est un couvert d'automne, qui, si je l'avais semé en septembre, il aurait été assez bien développé, et au premier coup de gelée, il serait mort de lui-même. Maintenant, si je dois le coucher, j'utilise ça, parce que le deuxième couvert, c'est Seigle-Vess, qui est semé plutôt là-bas dans le fond. Et du coup, j'ai tout simplement fixé une équerre métallique sous une planche. J'y ai fait passer une corde. Et ensuite, bah voilà, on avance. Voilà. Bah ça fait les bras, ça fait les cuisses, mais à la fin, ça fait son travail, quoi. Sur un jardin complet, si maintenant il y a du Seigle-Vess, le Seigle-Vess l'année dernière chez moi il faisait bien les 2 mètres, 2 mètres 20, bien développé. Sur un jardin complet avec ça, en une demi-journée, c'est largement fait, hein, tout seul. Si maintenant c'est trop physique et puis je fais une petite journée participative, ouais, en 2 heures c'est réglé, quand on s'alterne, en 2 heures c'est fait quoi. Donc je voyais pas pourquoi investir dans autre chose. Le rouleau, parce que j'en ai un de rouleau, mais les rouleaux à gazon assez lourds, le problème c'est que bah, il faut tirer le rouleau, donc du coup on a la tête on est dans le couvert, quand il fait 2,20 m c'est un peu compliqué d'avancer, donc je suis resté là-dessus et ça me va très bien. Sur le couvert végétal d'automne, donc ce que je sème en théorie mi-septembre jusqu'à fin octobre, là ce que j'ai fait c'était fin octobre, donc quand je le couche, je le bâche 15 jours minimum. Et après, ben, je débâche au fur et à mesure que j'ai besoin de venir planter, je débâche, c'est-à-dire que je ne débâche pas tout d'un coup, je débâche au fur et à mesure. Alors, l'avantage de ce couvert, c'est que les plantes, quand elles se décomposent, restent noires. C'est pas comme une graminée qui va devenir jaune, comme de la paille. C'est-à-dire que la tige des légumineuses, comme de la facilie, noircissent. Vu que je fais des cultures de primeurs, je mets la bâche par-dessus, donc ça aide à chauffer le sol. Quand je débâche, vu que ça reste noir, ça continue à aider à chauffer le sol. Et c'est pour cette raison que j'ai vraiment choisi, ces plantes-là. De 1, parce qu'elles se détruisaient facilement par le gel, et ensuite parce qu'elles étaient noires. Et surtout parce qu'elles ne laissaient pas de paille. Parce que si ça laisse de la paille, ça crée une certaine épaisseur un petit peu isolante. Et quand on fait du primeur dedans, on a besoin que le sol chauffe assez rapidement. Par contre, là où j'ai semé le Seigle-Vess, donc ça sera pailleux. Et là, ça sera dédié à des cultures de saison. Et donc du coup, là, j'ai besoin d'une espèce de petite couche isolante. Si le soleil tape trop fort, que ça ne vienne pas taper sur le sol trop brutalement. Donc là, c'est l'idéal d'avoir un petit peu de paille. Et piaison, donc là, on est sur entre début et mi-mai. Et la reproduction de seigle que je fais là-bas, c'est une variété qui arrive à épiaison plutôt entre mi-avril et fin avril. Et début mai. Donc 15 jours plus tôt. Les bâches, ce sont des bâches d'ensilage. Bah si, on les voit là-bas. Voilà. Il y en a en place dessus. Donc bâche d'ensilage, bâche noire pour d'occultation. Et je pense que à partir de l'année prochaine, je vais commencer à essayer d'utiliser de la bâche tissée. Parce que j'ai beaucoup de chiens-dents. La raison pour laquelle j'ai bâché pendant toute l'année dernière et que j'ai cultivé sur bâche, c'est à cause du chien-dent. Donc le chien-dent, c'est l'herbe qu'on va trouver principalement un petit peu partout. Ça fait beaucoup de racines traçantes. Et ça étouffe énormément les cultures, surtout quand on vient planter des petits oignons ou quand on vient faire des semis de carottes ou autre. Voilà. Il y a l'année dernière, parce qu'on est toujours encore en 2022, l'année dernière, j'ai eu à peu près un tiers de perte dans mes jardins à cause du chien-dent. Parce qu'il poussait tellement vite que j'ai rien pu faire. Et donc du coup, j'ai dit allez, j'arrête. Et pour la destruction du chien-dent, c'est entre 14 et 16 mois de bâchage. Ce que j'ai arrivé à faire, si maintenant derrière vous on voit encore un petit peu de chien-dent dans le fond là-bas,
Mais c'est le chien-dent qui pousse grâce au chien-dent qui se trouvait à l'extérieur de la bâche. Donc c'est les racines qu'on traçait et qui repoussent à l'intérieur. Donc là je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais trouver une solution. Mais sinon quand on regarde un peu plus au milieu dans les jardins, ça a vraiment bien marché, c'est vraiment assez efficace. Et pour éviter de perdre une année, j'ai cultivé sur bâche. L'inconvénient du coup que j'ai remarqué, c'est que la bâche d'ensilage, quand on arrose, l'eau elle passe pas. Voilà. L'inconvénient de la bâche tissée, c'est que quand on veut détruire vraiment du chien-dent, le chien-dent trouve un peu des passages. Alors que là, pour le coup, sur la bâche d'ensilage, il ne trouve pas de passage. Donc il faut... j'ai fait mon année de destruction. Maintenant, l'idée avec la bâche tissée, c'est que je cultive une année sur 3. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais des rotations, est-ce que j'en fais pas, mais j'aimerais faire une année sur 3, bâcher un jardin, à chaque fois différent, avec de la bâche tissée, pour calmer le chien-dent, pour éviter qu'il reprenne trop vite. Et à ce moment-là, ça me permet en plus de pouvoir faire de la culture sur bâche, tout ce qui est tomates, courgettes, courges, les tomates, beaucoup de tomates, d'aubergines aussi, parce que je fais de la transfo. Donc là, je cultive sur bâche, je les laisse là, je viens récolter quand j'ai besoin de faire de la transfo. Donc j'ai pas besoin vraiment d'avoir des tuteurages, ce genre de choses. Et sur bâche, c'est parfait, parce que ça me permet de les planter et de revenir juste pour les récoltes, parce que du coup, l'arrosage se fait automatiquement. Voilà. Donc il faut juste que je trouve un moyen de mettre tout ça en place. Vu que les premières années avec le chien-dent, ça a été un petit peu le fouillis, quoi. Voilà. Est-ce que tu utilises du goutte à goutte? Non, pas du tout. Ça fait pas partie des principes MSV, mais moi je suis resté dans une explication, je dirais pas une explication, mais une logique qui est là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc si moi je veux de la vie partout sur mon sol, je veux mettre de l'eau partout pour que pour que le sol reste vivant sur l'ensemble de la surface des jardins, pas uniquement où je mets de l'eau, où je mets mes gouttes, je mets mes gouttes d'eau. Donc pas que sur la planche de culture, mais également dans les passe-pieds. Je veux qu'il y ait de la vie partout. Donc je suis resté sur le principe d'arroser partout, quoi. Voilà. Et tu tonds les passe-pieds? Alors, sur les jardins, je ne mets rien. Je le fais de passer, ça suffit largement. Et en fait, après, avec les rotations de couverts, j'ai pas plus d'enherbement que ça sur les passe-pieds. Dans le tunnel, j'avais commencé par implanter du trèfle, qui a été un problème parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'éparpille bien et ça a commencé à monter sur les planches de culture. Et là, je me suis dit, fait chier, c'est pas la bonne solution. Donc là, je commence à essayer de l'enlever. Je commence à l'enlever. Il lutte fort quand même des fois. Et je l'ai remplacé par un fétuc non traçant. Donc là, j'ai appelé la CAC et je leur ai demandé un fétuc non traçant. Et ça existe. Donc le fétuc, c'est comme un raigra, hein, c'est une plante, c'est une graminée qui est traçante. Je lui ai demandé non traçant et ça existe. J'en ai mis dans les passe-pieds et ça marche super bien. Et là, du coup, je viens tondre avec une tondeuse à main qui est suspendue là-bas juste au milieu. On voit un petit peu le bout rouge là, avec ses roues. J'ai testé avec la tondeuse à main. C'est bien. Mais quand on vient mettre une petite épaisseur ou de compost ou de paille, et les roues elles tapent dedans et là c'est la merde. Donc là je suis en train de réfléchir depuis quelques semaines, voire même depuis début octobre, à acheter une débroussailleuse pour ce genre de travaux. Mais il n'y avait pas que là que j'en avais eu besoin. J'ai regardé où est-ce que je pouvais cumuler l'utilisation de la débroussailleuse. Comme en permaculture, j'essaie à chaque fois de trouver plusieurs utilisations à mes outils, pas qu'une seule, quoi. Donc là, j'aurais les passe-pieds, mais j'ai également l'entretien extérieur et pourquoi pas l'utilisation pour la destruction de couverts que je pourrais mettre en place peut-être un peu plus tard, différents couverts. Parce que j'ai pas fini sur l'installation des couverts, j'aimerais bien avoir d'autres types de couverts, j'aimerais bien avoir au minimum 3 couverts, mais minimum 3 couverts différents répartis sur les jardins à différents moments de l'année. Et voilà, je travaille un peu dessus, j'aime bien ça. Et du coup, je pense que ce sera pas un outil qui restera trop, que je n'utiliserai peu. C'est un outil que j'utiliserai quand même assez souvent. Et pour le coup, les passe-pieds avec le fétuc non traçant, top. L'avantage, c'est que quand on a arrosé, quand on passe derrière, ça ne devient pas boueux.
Si maintenant on met de la paille ou on met du broyat, bah c'est bien quand on vient de le mettre. 3 semaines ou un mois et demi plus tard, quand ça commence à se décomposer, c'est boueux quand on passe dedans. Alors on a arrosé, on vient le matin, c'est encore humide, on veut récolter, et ben on en met partout, c'est la merde, voilà. Là pour le coup, la plante fait son travail, elle garde vraiment le sol au sol, et en plus elle travaille le sol. Ça permet également à la vie du sol d'être stimulée par une autre plante que uniquement les plantes de culture. Et enfin voilà, j'y trouve que des points positifs pour le moment. Le seul point négatif, ce serait l'entretien, quoi. Voilà. Et une concurrence avec l'eau, surtout à l'extérieur, peut-être avec le trèfle, comme Non. il est quand même assez gourmand. Ouais. Le trèfle peut-être, mais vu que le trèfle me pose problème, je vais l'enlever. Mais pour le fétuc, j'ai pas trouvé plus que ça. Parce que l'eau, de toute façon, elle est là, quoi. Ouais. Donc l'année dernière où il pleuvait beaucoup, donc l'irrigation était un petit peu moins nécessaire, mais par contre dans le tunnel j'avais arrosé je crois que 3 fois dans l'année. Donc bon après par capillarité l'eau s'est infiltrée quand même au niveau du tunnel, mais en fait ça a suffi, je sais pas pourquoi, comment, est-ce que la structure du sol, est-ce que le fait que j'ai beaucoup de racines, parce que tous mes légumes, quelle que soit la culture ou quel que soit le plan que je cultive, que ce soit un couvert ou une culture maraîchère, je laisse tout le temps les racines dans le sol. C'est-à-dire que je viens couper la plante à ras le sol, que ce soit des aubergines, des tomates, des choux, sauf les radis ou les légumes racines, quoi. Mais sinon pour le reste, je laisse tout dans le sol. Donc tout se décompose dans le sol. On peut, si vous voulez, on peut aller voir, je vais sortir un petit mode de sol pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Il faut savoir que la première année, donc moi j'ai récupéré en 2019, j'ai fait une analyse du sol, j'avais 2,38% de matière organique. Donc c'était pas un sol trop pourri, il était plutôt pas mal. Aujourd'hui j'en suis... Alors ça c'est les résultats de 2021, parce que j'ai pas fait 2022. Depuis 2021 je fais une année sur 2 maintenant. Donc de 2021 derrière on était à 2,7%, donc j'avais augmenté un petit peu. Par contre dans le tunnel on est monté jusqu'à 6%. Donc on a pris énormément. Bon le tunnel on y apporte toujours plus d'attention, et vu qu'on fait beaucoup plus de rotation, on a toujours tendance à rapporter un peu plus. Mais là pour le coup c'était bien plus. C'est un sol qui est très, très caillouteux. Le profil c'est 40-50 cm terre, mais c'est un sol limoneux argileux sableux avec beaucoup de cailloux, et en dessous on est que sur c'est du gravat, quoi, c'est du caillou comme on a dans le chemin avec du sable. Ouais, c'est hyper drainant. Donc l'irrigation il y en a quand même besoin un petit peu. Pour le moment, j'ai pas de problème de trop de sécheresse ou de craquement du sol. Voilà. Depuis que j'ai commencé, ça se passe plutôt bien. Est-ce que j'arriverai à sortir quelque chose de correct? C'est un peu tombé. Donc là, on avait la première partie avec les déchets de surface. Et on voit un petit peu partout la matière organique qui descend. Une partie noire ici, les racines qui se baladent bien, un petit ver de terre qui se trouve là. Vas-y. Il part en morceaux un petit peu quand même. Ouais là ça va. Bon là il tombe un peu en morceaux, mais voilà. On voit tous les déchets de racines en fait. Ouais. Et pareil, toutes les petites parties noires qu'on trouve un petit peu partout ici dans le fond. Donc ça c'est un avantage de laisser les racines, c'est que du coup la matière organique descend beaucoup plus rapidement. Si on laisse juste la vie du sol l'amener en profondeur, ça met un peu plus de temps. Alors que si on laisse la racine se décomposer dans le sol, là du coup la matière organique c'est vraiment répartie sur tous les horizons, quoi. Voilà. Voilà, là on a un beau bout qui n'est pas encore décomposé. Morceau de racine sûrement. La dominante est quand même limono sableux.
Ouais. Ouais. C'est pas des sols qui collent, on n'a pas beaucoup d'argile, Ouais. et puis on sent quand même Ouais, ça dépend où, parce que du coup, ouais, quand j'avais surtout pratiquement toute la longueur de la pépinière, donc j'avais ma partie de sol des 40-50 cm et en dessous, j'avais une veine d'argile, mais une veine d'argile quoi. ça collait bien. Ouais. Par contre, on va un petit peu plus loin à d'autres endroits. Je sors pas ça quoi, je sors un tas de cailloux pratiquement, j'arrive la bêche, j'arrive à peine à la planter de 20 cm, j'arrive pas à l'enfoncer entièrement comme j'ai fait là, c'est trop dur. C'était en 2021, j'avais espéré lutter contre le chien-dent en faisant des couverts. Donc du coup j'avais mis, je crois, 30 cm de broyat, j'avais pris chez vous. Et j'avais rajouté... non, j'avais mis 40 cm de paille et 10 cm, 10-15 cm de broyat, une espèce de broyat un peu bien décomposé déjà, pas trop criblé, et que j'avais remis par-dessus, donc ça me faisait un bon 50 cm. Bah, c'est ce qu'il en reste depuis l'année dernière, quoi. Il en reste, voilà, ça même pas... Je fais des apports de compost, mais pas dans l'objectif d'enrichir le sol. Le compost chez moi ne sert que comme support de semis. C'est-à-dire que quand on vient ici, si tu veux semer une carotte, là, dans la paille, c'est un peu compliqué. Donc je viens répartir 3 à 5 cm de compost. Je sème dans le compost et ça marche super bien. L'inconvénient sur cette technique, c'est que on se retrouve tributaire de l'achat de compost, juste pour ça. Il faut arroser très souvent. Parce que si on fait un semis au mois de mai ou au mois de juin de carottes, derrière, quand il fait chaud, ça sèche hyper vite. J'interviens pratiquement des fois 3 fois par jour, des fois 4. Les premières irrigations, vu que le compost il a séché, il devient hydrophobe. Ouais, à peu près. Enfin, on arrose, ça fait des flaques. Et après, quand on gratte, on se rend compte qu'il n'y a même pas 1 mm qui est humide, quoi. Donc il faut vraiment passer régulièrement pendant les premières journées. Après, c'est vrai que sous abri, il y en a qui mettent maintenant un peu de goutte à goutte en dessous, Oui. qui recouvrent au compost, comme ça pénètre par le dessous. Ça va mieux que quand on fait de l'aspersion, vu que c'est assez fin déjà. Ouais. Et après, avec l'effet goutte, ça fait un peu splash et ça rentre. Il faut réussir à le garder humide le temps de germination. C'est ça, même moi, hein, j'ai eu, je crois que je suis arrivé entre 5 et 7 jours. Je n'avais pas calculé exactement, mais un lever de carottes en à peu près 7 jours. Parce que j'ai bien humidifié, le temps était là. Et donc du coup, le fait que le compost soit noir, ça a bien chauffé et les carottes sont levées. J'avais semé carottes et radis en même temps. Et les premières carottes sont sorties avant les premiers radis. Après, pour le radis, peut-être que c'était trop chaud. C'est pour ça qu'il a mis plus de temps aussi à sortir. Je sais pas, il devait y avoir quelque chose pour que le radis mette plus de temps. Mais ça marche bien. Donc le compost, c'est uniquement ça. Les apports que je fais, principalement, c'est paille. Bon, on ne le voit pas, mais juste derrière la voiture, j'ai des bottes de paille. Des pailles déclassées, donc qui sont un peu moins chères que le prix de la paille. Moi je suis plutôt autour de 60-70 € la tonne. Donc normalement la paille on est aujourd'hui autour de 100-120 € je crois la tonne. Et du broyat. Le broyat, alors soit que j'arrive à trouver chez des paysagistes parce que ils sont gentils Agrivalor mais c'est cher, hein, faut le dire. Hein. Mais après par contre paysagiste, on a ce qu'on a. Je me retrouve avec des troncs comme ça et longs comme ça dans mon broyat quoi. Donc après, voilà. Par contre, chez Agrivalor, voilà, quand vous avez du broyat calibré et tout, là c'est propre. Hein. Voilà. Et je me retrouve aussi avec du papier dedans et tout ce qu'il faut, donc voilà, parce qu'on n'est pas la même chose. Juste Régis par rapport à... Non mais toute qualité a un prix. Hein. Voilà, j'ai pas à chier. Par rapport au problème d'assèchement et tout ça, compost. Ouais. Après, il y en a qui ont fait aussi Enfin, ils travaillent pareil, ils ont les planches permanentes. Ouais. Et du coup, ils travaillent aussi par bâchage, toile, bâche d'ensilage. Oui. Pour fermer, avant de semer des carottes par exemple, il va balancer un peu de compost. Il arrose, il sème et il rebâche. Oui, pour garder l'humidité. La condensation, ça garde l'humidité. Ouais. Mais après, c'est un jour, il faut regarder. J'avais aussi entendu. C'est février, regarder le 7e jour, ça avait germé, mais c'est cramé. Ah merde. Donc il faut juste être vigilant à partir du 3e jour, mais c'est vrai que ça, c'est intéressant dans le sens où ça fait un bon démarrage. Ça booste. Ça garde l'humidité. Gabriel le faisait aussi.
ou je sais pas s'il le fait encore, mais quand je l'ai connu, il le faisait. Et justement, il semait, il bâchait. Mais par contre, il m'a dit qu'il faut venir au bon moment, Ouais, parce ouais. que sinon... Alors, je dirais c'est 7 jours, cette année c'était plutôt 4 quoi. Pardon. Voilà. Alors sur tout ce que j'ai dit, on peut aller voir, on va aller visiter les jardins. Hein. Et juste par rapport à la taille, là, c'est un vélo unique et ça, il est équilibré en rapportant juste la paille. Ça t'as pas suffisamment. Tant que mon taux de matière organique augmente, c'est que c'est équilibré, ouais. Maintenant, il faut que je refasse, je vais refaire le bilan, parce qu'en 2021, c'était un peu tôt, je pense, pour faire le bilan de ce que j'avais pu commencer à apporter, étant donné que j'ai commencé à apporter en 2019, fin 2019. Donc 2021, c'était qu'un an plus tard, un an et demi plus tard. Donc le temps que la vie du sol se mette en place, le temps que les premiers apports soient intégrés dans le sol, que ce soit bien mélangé, voilà, on a un petit relevé qui est un petit peu, voilà, c'est pas, je pense, représentatif de ce que ça pourrait être. Maintenant en 2023, vu que 2022 j'ai rien fait, là on verra s'il y a une évolution ou pas. Au niveau apport, j'ai pas de, non, j'ai pas de problème. J'ai au contraire sur les cultures, je vois que des améliorations. Principalement sur la culture sur laquelle je me réfère beaucoup sont les choux, parce que ça demande des sols assez riches et pas trop de choc hydrique non plus. Les premières années, sur une longueur de planche, si je récoltais 10 choux à peu près beaux, c'était bien. Les choux-fleurs, j'en parle même pas, ils montaient en graines direct, j'en récoltais peut-être un pour moi vite fait. Et cette année, sur une longueur de planche, j'ai pu récolter au moins entre 2/3 et 3/4 de choux-fleurs, des belles têtes, pas des gros calibres de, voilà, de grosse production, mais des belles têtes bien denses, bien belles, voilà, sans... Voilà, ouais. Donc La fertilisation, tout est fourni par le sol en fait. c'est ça. Non, j'ai aucun apport autre que paille, broyat, le compost ponctuellement que pour les semis, les engrais verts et les déchets de culture que je laisse toujours en place. J'ai aucun tas de compost, le seul tas de compost que j'ai derrière c'est la litière de cheval, mais ça c'est pour autre chose, c'est pour la pépinière qu'on va aller voir maintenant. Mais sinon non, si j'avais, là en 2020 je crois, j'ai dû apporter, oui 2020, j'ai apporté un peu de litière de cheval fraîche, là où j'avais cultivé tout ce qui était courge, mais sinon après j'ai arrêté, je me suis dit... La litière d'animaux, c'est sympa, faut juste faire attention aux maladies qui peuvent être transmises après à travers les légumes. Alors du coup, je préfère le décomposer, l'utiliser pour autre chose, et plutôt me concentrer sur les couverts végétaux et tout ce genre de choses. Les cultures de légumes, souvent on dit que ça n'a pas trop d'impact. On a appris un peu le contraire récemment, mais il y a un mais, c'est-à-dire que dans un système qui est aussi diversifié que le mien, le mais c'est qu'il n'y a pas assez de plantes au mètre carré pour vraiment apporter de la matière, enfin pour vraiment prendre en compte le déchet de culture. Il est toujours là, mais on ne peut pas le quantifier de la même façon. Alors que si maintenant on fait une serre complète de tomates, avec la densité classique, ils ont estimé jusqu'à entre 40 et 60 tonnes de matière sèche par hectare de déchets de culture. Donc c'est plutôt un très bel apport annuel, sachant que c'est uniquement si on fait de la culture de tomates bien développée et voilà, dans certaines conditions. Donc c'est vraiment que ça quoi. C'est un apport carboné, il y a la photosynthèse qui a fait la biomasse, mais ce ne sera jamais un apport d'azote. C'est toujours de l'azote qui a été pris du sol et qui on remet au sol après. Donc il y a quand même un export de la part des tomates. Il y a l'export, la quantité des tomates. Ouais. Après, ton apport carboné, c'est ta vie du sol qui va le transformer en azote, parce que ta vie du sol a besoin de l'azote pour transformer ton carbone. Et donc, du coup, ta vie du sol va capter l'azote dans l'air. C'est pour ça que si tu l'enfuis, tu vas te retrouver, la vie du sol va capter l'azote sous terre, parce qu'elle n'est pas en contact de l'air. Par contre, si tu le laisses en surface, la vie du sol en surface va capter l'azote de l'air, et du coup, pouvoir l'intégrer dans le sol. Enfin, via la transformation. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, sur des principes comme ça, alors sur tout ce que je fais au niveau rendement, je pense qu'on peut faire mieux, hein, largement.
mais je pense que ça prend plus en plus tous les ans, je vois un petit peu plus. L'effet cumulatif. Ouais. La différence, c'est que j'ai commencé sur un sol qui était vraiment assez foutu, je pense, qui avait vraiment un manque de biologie dans le sol et de nourriture pour les légumes. Et aujourd'hui, sachant tout ce que je sais, la seule chose que j'aurais faite, c'est j'aurais attendu 2-3 ans avant de m'installer. Et pendant ces 2-3 ans, j'aurais enchaîné couverts végétaux sur couverts végétaux avec des apports de MO pour pouvoir réenrichir mon sol de façon naturelle et beaucoup plus tranquillement, tu vois. Et voilà, que ça se mette en route. Et au bout des 2-3 ans, je serais venu et là, je me serais installé et j'aurais fait. Et en plus, ça m'aurait permis d'installer toute la partie, Peut-être de jouer plus la carte de légumineuse pour tourner plus d'azote fixé. C'est ça. Sachant que les légumineuses fixent de l'azote en rapport dans le système. L'autre système qui rapporte de l'azote, c'est tous les résidus que tu donnes à digérer dans ton sol. Les fixateurs libres, ta biologie du sol va aussi fixer en fixateur libre d'azote une quantité d'azote qui sera peut-être 5 fois moins élevée ou 10 fois moins élevée qu'avec les légumineuses. Mais c'est quand même ça, et de façon cumulée, c'est quand même quelque chose qui apporte un soutien. Parce que du coup, certaines cultures, s'il n'y a pas l'azote qui débobine, elles peinent. Et en fait, on essaie de trouver, moi j'essaie plutôt de trouver des repères un peu plus simples. Déjà la hauteur, ce qu'on avait appris 3, 5, 7, 10, voilà, ça c'est bien. Ça me donne une fourchette. Ensuite, je suis parti moi sur à peu près 40 tonnes hectares à l'année d'apport de matière sèche, de matière organique sèche. Depuis la première année, je trouve que c'est bien, c'est évolutif dans le bon sens. Et ensuite, j'utilise les légumes, quoi. Ce que me disent les légumes, comment ils poussent d'année en année. C'est pour ça que je dis, c'est vrai que j'aurais dû préférer peut-être prendre 2-3 ans pour que je puisse voir une évolution déjà sur le couvert, comment il aurait évolué. Alors que là, c'est sur mes légumes. Sauf que mes légumes, c'est mon gagne-pain. Et c'est là où ça devient impactant. Mais voilà, c'est surtout en fait des repères visuels. Et je pense que en agriculture, même si on n'a pas... Les anciens, ils n'avaient peut-être pas forcément des connaissances techniques comme on a aujourd'hui. Par contre, ils avaient une logique paysanne qui était l'observation. Et à travers l'observation, je pense que si on reste si on reste les yeux ouverts quand on se balade dans les jardins, qu'on observe et qu'on garde en mémoire d'année en année comment ça évolue, on arrive à comprendre si le sol part dans le mauvais sens ou dans le bon sens, quoi, ou s'il y a une stagnation. Et c'est plutôt là-dessus que je base une grosse part de mon travail. On va aller voir la pépinière. C'est pour ça que l'observation est bonne pour nous, parce qu'on a besoin de voir comment ça se passe, mais qu'un complément avec soit des analyses, soit des visites, soit des formations, soit des programmes qui nous aident à comprendre. Voilà. Et c'est plus un complément en fait pour moi, plutôt qu'une solution finale. L'observation n'est pas non plus une solution finale, c'est une grosse part de ce que je fais, mais pas de l'ensemble de la compréhension de mon sol, quoi. C'est pour ça que je continue à me former et puis et à me renseigner. Voilà. Donc là, la pépinière que j'ai fait passive, on m'avait posé une question tout à l'heure sur comment je faisais les plants. Le chauffage. Voilà, tu le sens, il n'y a pas besoin de chauffage. En fait, j'ai fait de passif, c'est-à-dire que vous avez bien vu, on est descendu d'1 mètre par rapport au niveau du sol qui se trouve devant. Il y a une petite pente vers l'arrière, donc derrière ce mur-là, c'est un petit peu, le sol est un petit peu moins haut, mais on a en gros entre 80 cm et 1 mètre de profondeur. C'est moi qui ai dessiné l'ensemble, la mise en place, c'est-à-dire que la serre, je l'ai achetée d'occasion. Donc c'est une serre horticole que j'ai récupérée. À la base, c'était une double chapelle, donc du coup en largeur, on est censé être 2 fois plus large. La deuxième chapelle, je l'ai laissée, elle est dans les jardins là-bas, je l'utiliserai pour faire des petits hangars de stockage pour moi. Je pouvais même pas la mettre la deuxième, sinon j'empiétais sur les jardins. Et du coup, l'ensemble de l'installation ici m'a coûté entre 16 et 17 000 euros hors taxe. Une serre comme j'ai acheté là, neuve, ça coûte 80 000. Donc posée au sol, pas enterrée. Le plus cher, ça a été le terrassement, à peu près 4 000 ou 4 500 euros. Les gabions, donc ce sont les cages, dans les 4 000 euros. Et les cailloux, 4 000 euros. Donc on est à peu près à 12 000 euros. Rien que... Et tout ça, le gabion, le caillou, c'était uniquement parce que j'ai enterré. Donc rien que à cause du terrassement, de
la volonté de descendre d'1 mètre, bah, ça me coûte les 2/3 du prix total, quoi. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a fait des relevés cet hiver. Quand on était à -5 dehors, on avait +7 dedans. Et on avait +12 au-dessus des couches chaudes, là. Donc je me retrouve avec la possibilité de cultiver, de semer des tomates en plein mois de janvier, février, sans chauffage, autre que la couche chaude, qui est un tas de litière de cheval qui se décompose, et lors de la décomposition, produit de la chaleur. Donc dans les couches chaudes, on peut se retrouver à 70 degrés à cœur, et on peut se retrouver jusqu'à, ça dépend de la température extérieure, mais entre 10 et 20 degrés en surface, quoi. Et là, les couches chaudes, on va les sortir, je vais les cribler, et une partie va être réutilisée dans le rempotage. Donc je vais remplacer 1/3 du terreau par 1/3 de compost, pardon. Et on avait fait les tests l'année dernière et on a trouvé qu'il y avait un meilleur résultat. Les plants étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus solides et tenaient beaucoup plus longtemps dans les pots. Et vu que je fais de la vente aux particuliers de jeunes plants, bah, j'ai besoin que les plants soient en forme. Là où j'avais pas mis de compost, je me retrouvais à ce que les tomates commençaient à avoir les feuilles basses qui jaunissaient. Après arriver au stade 5 à 8 feuilles, ça dépendait. Voilà. Ça arrive souvent, ouais. Il y a un manque dans le pot et donc du coup soit il faut venir avec des engrais. Et moi vu que j'avais testé avec ça, ça marchait super bien. Je me suis dit je reste là-dessus. Le principe a l'air bon, donc on va retester cette année. Voilà. Du coup je chauffe pas. On s'en fout. Ici je chauffe pas. Les cailloux derrière, donc à la base j'avais choisi d'utiliser des gabions et des cailloux parce que je voulais pas utiliser de béton. Et en fait je me suis rendu compte que mon idée était encore meilleure parce que les cailloux emmagasinent la chaleur et le restituent la nuit. Et donc du coup j'ai une inertie thermique qui est très intéressante. La première année on n'avait pas fait, c'est-à-dire que l'extérieur on a une partie bien sûr qui se trouve hors sol, hein, et la première année on n'avait rien. Et on sentait le vent qui traversait les cailloux. Et là au mois de septembre on a mis une couche d'à peu près 4-5 cm de chaux chanvre à l'extérieur. Donc là c'est complètement fermé, on est hermétique. Et on sent que voilà, on est plutôt bien. Maintenant il faut que j'arrive à prendre l'outil en main, parce que on se retrouve avec trop chaud du coup. J'ai fait des tests là-bas avec des épinards. Je ne sais pas si vous voyez les feuilles qui sont les plus hautes là sur la table. On a à droite, c'est beaucoup plus haut qu'à gauche. Et en fait, c'est 2 plaques d'épinards. La plaque de droite est restée ici et la plaque de gauche, je l'ai fait germer et pousser dans le tunnel. Et je me suis rendu compte que dans le tunnel, quand la température n'était pas trop élevée, on avait une germination qui était plus homogène et plus régulière. Alors que quand c'était trop chaud, c'était irrégulier et ça poussait trop vite. Et là maintenant il faut que j'arrive à prendre l'outil en main parce que les premières années j'étais dans le tunnel et maintenant je reviens sur quelque chose qui produit énormément de chaleur et là il faut que j'arrive à trouver le bon compromis, quoi. Voilà. Donc je fais tous les plants du jardin par des semis à 100%, je n'achète aucun plant et ensuite je fais une vente aux particuliers au printemps, ce qui me permet d'avoir un bel apport. Cette année, ça représente à peu près 1/4 du chiffre d'affaires. Donc je trouve que c'est pas mal. Sachant que dans la région, j'ai beaucoup de problèmes parce que les gens ont beaucoup de jardins et une fois qu'ils ont racheté les primeurs chez moi, ils ne reviennent plus, ils ont leur jardin. Et du coup, si je leur vends pas de plants, ils viennent quand même pas acheter de légumes. Donc j'ai du mal à vendre les légumes parce qu'il y a beaucoup de jardins. Mais par contre, je produis des plants et du coup, je compense avec ça. Voilà. C'est un peu intense en début d'année parce qu'il y a les semis, les plantations, les plants à la vente, les marchés qui commencent. C'est intense jusqu'à peu près mi-juin, mais ça vaut le coup. Et la vente sur la ferme chez moi, au 5 rue de l'Église, on a créé un marché avec mon frère qui lui fait de la vente de volailles. Donc lui, il reçoit les poussins et il les amène jusqu'à la vente aux particuliers. C'est-à-dire qu'il a une tuerie où il prépare, il fait des transfos, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Bon, elle a vu un truc. Voilà. Des questions sur...
sur la problématique de trop chaud, Ouais. est-ce qu'il y a moyen de tempérer en agissant sur les Non. composts qui chauffent? Ouais. On peut pas le ralentir un moment en arrosant ou en couvrant? Non, c'est du vivant. Là, je travaille toujours avec du vivant. Donc en fait, quand tu interviens sur la couche chaude, ça met du temps à réagir. Ça peut mettre entre 5 à 10 jours pour réagir. Donc c'est pas un thermostat. Donc c'est vraiment comme quand on travaille dehors avec un sol vivant. Et c'est pour ça que je te dis, je fais beaucoup d'observations. C'est vraiment du travail avec le vivant. Donc l'observation est primordiale. C'est pas clé en main, quoi. Si vous n'avez pas de connaissances et d'observation, ça marche pas, quoi. Parce qu'en fait, quand c'est le moment pour du conventionnel, quand c'est le moment de sortir pour faire la charrue, on voit le voisin sortir, on se dit ah ben on fait pareil. Mais par contre, ou quand il sème, ben en fait c'est peut-être pas le moment pour semer, quand on fait du non-travail du sol, parce que le sol est pas prêt, parce que c'est pas la bonne température, parce que c'est pas le moment. Et donc du coup en fait il y a beaucoup de choses à comprendre, faut s'adapter. Et c'est plutôt comme ça que je préfère travailler. Donc c'est un choix de travail et c'est pas une contrainte qu'on me donne. Et je préfère travailler avec du vivant et puis me dire bah non, en fait ça chauffe. Et donc du coup à moi de trouver un moyen pour ou de faire des semis à l'extérieur, ou de créer une espèce de mini serre froide dans le fond. Voilà, de trouver des trucs comme ça. Par contre, j'ai encore des rideaux à mettre en place qui étaient inclus dans la pépinière. Et je pense que les rideaux peuvent faire beaucoup également sur la filtration des UV, et donc réduire un peu la chaleur au niveau des plants, quoi. Après, c'est vide en été ici. Oui, parce qu'à un certain moment, ça reste vide. Ben, vu que je fais des cultures d'hiver, bon, j'en ai fait un petit peu moins cette année. Mais normalement, il y a toujours 2, 3 ou 4 tables qui sont un peu pleines, quoi. Voilà. Là, c'est exceptionnel. Mais sinon, j'ai toujours un petit peu des plants, là, comme ici. Là, faut aussi encore des plants qu'il faut que je plante. J'attends juste le bon moment et voilà. Et ce n'est pas une charge de travail trop importante, c'est toujours à remplir et vider. Ça se fait hors saison, donc si c'est une charge de travail supplémentaire, mais on le fait au moment où on a moins de travail. Donc ça reste faisable. Hors saison, c'est-à-dire vous les remplissez? Bah, en fait là on va les vider, on va commencer à les vider. J'attends des fûts de 1000 litres dans lesquels je vais pouvoir stocker le compost parce que je vais le cribler là. Et le remplissage se fait début janvier. Début janvier, et au bout de 15 jours, on arrive en chauffe et on arrive à 70 degrés à l'intérieur au bout de 15 jours à peu près. Donc mi-janvier, ça chauffe, et à partir de mi-janvier, je peux faire les premiers semis, les semis qui ont besoin d'être exposés à la chaleur, quoi. Tu peux expliquer plus en détail la quantité de fumier, le gaz qu'il a, et puis comment? En fait, le fumier, je mets que du fumier de cheval si j'en ai assez. Sinon, je comble avec, vous avez peut-être vu des tas de tontes qu'il y avait à l'entrée. Donc je mélange avec. Et là, cette année, j'avais vraiment pas assez. Donc du coup, j'avais mis du broyat que j'avais trouvé chez un paysagiste. Mais c'est pour ça que je me retrouve avec du gros bout. Mais c'est pas grave. Du coup, le gros bout, une fois criblé, je le sors. Donc j'avais mis tout ça en mélange sous forme de couche. Il faut également que ce soit arrosé. Et ensuite... Et c'est que dans ce cas-là où j'interviens, c'est quand je veux le remettre en chauffe. Parce que ça suit une certaine courbe. Plus on est fort en carbone, plus le taux de carbone est important dans le déchet, plus la courbe montera doucement et moins haut en température et descendra doucement. Donc tout ce qui est broyat mettra du temps à monter en température, ne montera pas au-delà de 40, 40, 50 degrés et descendra très lentement. Par contre, sur la litière de cheval, on va monter plus vite au bout de 15 jours. À peu près, on va monter jusqu'à 70 et là ça descend, ça met à peu près 1 mois et demi à descendre jusqu'à peu près une trentaine de degrés. Et maintenant si on veut rebalancer en chauffe parce qu'on a des temps, on veut un peu plus chaud parce qu'on sait qu'on va avoir des coups de gel, ben là il faut revenir remélanger et regarder la concentration d'humidité. Donc là l'humidité c'est pas avec un outil, hein, c'est tout simple. Hein. Je prends une c'est un caillou, c'est pas ça. Je prends une poignée que je serre comme ça avec une seule main et il faut que j'ai de l'eau qui perle. Donc il faut que j'ai des gouttes, 2, 3, 4 gouttes d'eau. Si j'ai un filet, c'est pas bon. Si j'ai rien, c'est pas bon. Donc si j'ai un filet, j'ai trop d'eau. Si j'ai pas d'eau du tout qui sort, il faut que j'en rajoute. Et à force, au niveau du volume, je sais à peu près combien il faut rajouter d'eau en quantité. Mais ça vient avec l'expérience. Le thermomètre, ouais. Par contre, j'ai un thermomètre de couche chaude de 50 cm de long. On vient prendre les températures
Et en fait, mon père, à partir du moment où on met les couches chaudes en place, il vient prendre les températures tous les matins. Donc on a la température des couches chaudes, on aura un thermomètre en surface, on a un thermomètre à l'extérieur des couches chaudes et un thermomètre un peu plus loin et un thermomètre à l'extérieur de la pépinière. Et qui indique le mini-maxi. Parce qu'à l'instant T, c'est pas représentatif, vu que ça dépend, est-ce qu'il y aura du soleil, est-ce qu'il y aura du nuage, voilà. Donc par contre, sur le mini-maxi de la journée, on l'a, et j'ai mes courbes. Et en fonction de ça, j'arrive à faire des liens. Est-ce que ma couche chaude descend? Et est-ce que, en fonction de la température de la couche chaude, est-ce que j'ai besoin de la reprendre ou pas, en fonction des températures extérieures? Donc j'ai quand même des indications. Par contre, l'indication de... Cette année, par exemple, j'ai pas regardé les températures sur mon graphique, mais j'ai su que j'avais pas besoin de reprendre mes couches chaudes, quoi. Quand j'ai vu les météos qui devenaient beaucoup plus douces, au mois de mars, avril, on n'avait plus trop de gel. Voilà, je suis parti, j'ai rien, je les ai posés une fois en janvier et je suis plus venu du tout de l'année. Alors, Et voilà. reprendre la couche chaude, en quoi ça consiste? Bah voilà, aérer, donc avec un aérateur. Je sais plus. Ouais, il est là derrière vous. Voilà. Le truc vert. Là, si tu peux le prendre en main si tu veux. Comme un retournement de compost. Ouais, oui c'est ça, c'est comme quand on fait Agrivalor, Guy il va pouvoir en parler très bien. Sauf que là c'est manuel, donc c'est un aérateur, donc vous enfoncez, ça se plie, et puis quand on tire dessus ça s'ouvre. Donc bon, ça fait une bonne demi-journée de physique, hein, comme la planche tout à l'heure, hein, c'est pareil. Voilà, c'est le choix de faire tout en manuel, mais ça marche très bien. Donc l'aération. Si maintenant je vois qu'il y a trop de carbone, je peux aussi ramener une petite part azotée. Donc soit des déchets de cuisine, soit de la litière. Je peux aller choper de la litière de poule chez mon frère, que je viens répartir sous forme de poudre. J'arrose par-dessus, donc ça descend, ça vient réalimenter pour repartir. Donc c'est l'aération, l'apport d'azote et l'humidité. C'est les trois choses sur lesquelles je peux influencer. Voilà. Comment tu détectes le trop de carbone? C'est-à-dire que si, les deux seules choses sur lesquelles je peux voir visuellement de suite, c'est l'aération. Je le vois de suite si c'est trop tassé. Quand j'enfonce, quand je tire, ça se sent. Et l'humidité, j'interviens là-dessus. Je sais que ça met à peu près, normalement, au bout de 2-3 jours, on devrait commencer à voir les courbes qui remontent. Si à partir de là, c'est pas remonté, c'est qu'il y a autre chose. Alors, soit je reviens pour revérifier mon taux d'humidité, parce que des fois, on arrose en surface. Là, ce que je vérifie, c'est en surface. Forcément, il y a plus d'eau en surface. Mais si ça descend, peut-être qu'il n'y a toujours pas assez d'eau. Et l'aération, je le revérifie. Et en fonction de ça, je regarde si j'ai besoin de rapporter plus d'azote ou pas. Voilà. C'est toujours à base d'observation. Je suis sûr qu'il y a des instruments qui pourraient nous indiquer ça. Mais toujours pareil. La raison pour laquelle j'aime bien le dire juste avant, c'est que j'étais mécanicien, je travaillais beaucoup avec des automatismes et tout. Sauf que quand on a l'habitude d'avoir des automatismes, on oublie d'utiliser les yeux et le cerveau. Et quand l'automatisme n'est plus là pour nous aider, on est perdu. Alors du coup, je préfère faire l'inverse. Je cherche toujours des moyens de trouver, là manuellement c'est bien. Ça va encore fonctionner 10 ans, mais si dans 10 ans je commence à avoir des problèmes de santé, ça va être difficile. Donc j'essaie toujours de trouver des moyens pour faire autrement, mais je ne veux pas perdre de vue que je suis le seul à pouvoir savoir exactement ce qu'il y a besoin de faire. Voilà. Et que ce n'est pas mon automatisme qui me le dira. Il me donnera une indication, mais c'est tout, quoi. YouTube. Voilà. Non, en fait, j'ai regardé, je m'intéressais sur les techniques de permaculture et j'ai trouvé une seule vidéo sur les couches chaudes. Après, j'ai cherché un petit moment, mais j'ai pas trouvé plus. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un peu plus, hein, mais voilà, j'ai pas approfondi. J'ai trouvé une belle vidéo d'une vingtaine de minutes faite par un agronome canadien sur la mise en place et l'utilisation des couches chaudes dans les années, je crois que c'était les années 50, 60, au Canada. Et ils commençaient ça alors qu'ils avaient encore 1 mètre de neige. Ils enlevaient le mètre de neige et ils commençaient à préparer leur couche chaude pour que les légumes primeurs soient prêts au moment où il n'y a plus de neige en fait. Et il y avait toute la mise en place, l'explication. Il n'y avait pas trop de technique, hein, mais c'est vraiment, ils expliquaient le pourquoi, le comment et le fonctionnement, quoi. Et après, c'est quelques recherches. Le carbone, par exemple, j'avais remarqué ça parce qu'un jour, on avait amassé un tas de broyats et je suis venu mesurer la température
et j'avais vu que ça dépassait pas les 40-50 degrés. La litière, j'ai vu que ça dépassait plus, et par contre, tout ce qui est plus azoté va chauffer très vite, très haut, beaucoup plus haut que 70 degrés même. Par contre, va descendre très vite. Donc en fait, la litière de cheval, c'est le bon compromis. Et à l'époque, dans les années 60-70, la litière de cheval, c'était le bon compromis parce que le cheval, c'était le seul moyen de traction d'un véhicule. Et du coup, il y avait beaucoup de litière de cheval. Voilà. En termes de température, tu n'as pas dit dans quelle plage il faut qu'on navigue. Les 70 degrés, ça s'appelle le coup de feu. Ouais, Donc ça, 50, ça c'est pas bon, ouais. Ça, c'est pas le bon moment. un tac qui reste à 40 ou 50 degrés. Voilà, c'est ça. Et c'est à partir de... Après, ça dépend comment on le gère. Moi, quand j'étais au fond là-bas, on venait poser les plaques sur la couche chaude. Donc là, les couches chaudes ont été remplies, ont été complétées 2 fois à cette hauteur. Donc là, elle s'est décomposée, elle est tombée. Et on déposait les plaques sur la couche chaude. Par contre, là, quand on a 60-70 degrés, ça vient directement cramer les plaques. Et là, cette année, j'ai trouvé les tables, là, je les ai trouvées d'occasion. C'était trop magique parce que c'est exactement la taille que j'avais besoin. Et en plus, ce qui est encore plus magique, c'est que les tables, j'avais construit les couches chaudes et j'ai trouvé les tables après. Et en fait, les tables, comme vous voyez derrière, elles vont pile poil dessus. Et ce que j'ai fait, donc j'ai enlevé, là, ce sont juste les tables à immersion que j'ai retirées. Et à la place, j'ai mis un grillage. Et du coup, je viens poser mes plaques dessus. Et j'ai commencé à semer même quand il faisait 60 degrés. Et j'ai eu beaucoup moins d'impact. Il fait toujours très chaud, donc il faut quand même faire attention. Ce qu'on fait du coup, c'est qu'on écarte les plaques plutôt que de les coller ensemble pour laisser vraiment la chaleur sortir. Ouais. Donc, C'est comme ça que quand c'était la même... quand c'était même le truc, ouais. Et à l'inverse, est-ce que si ça monte très fort, très chaud, 70 et plus, comment tu gères? C'est jamais réussi à aller au-dessus. Ouais. C'est le maximum. Ouais. Non, parce que quand on dépasse 75, on peut passer la combustion. Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. C'est trop... Je crois qu'on n'est jamais allé au-delà de 65 ou 67, je crois. Plus comme ça. Mais après, ouais, le thermostat, du coup, c'est l'écartement des plaques. Ou encore, pour ceux qui se trouvent autour des tables, vous voyez normalement sur le bord, je dois y avoir des petits trous sur le bord de la table. Sur la petite réglette qui fait le bord. Voilà, juste là où elle monte du doigt. Voilà. J'ai des petits trous. Et en fait, vous avez des... je vais vous le montrer. Ça, c'est juste tout simplement du fer à béton. Qu'on achète au mètre, qui est pas très cher. Je vais aller par là. Et j'ai fait quelques trous sur quelques tables. Donc du coup, quand j'ai vraiment des journées qui sont trop froides, autant sur les couches chaudes que ici, je mets juste ça en place. Et par-dessus, je peux mettre un voile de forçage. Voilà, c'est ça. Donc ça me permet de pouvoir gérer les températures d'une autre façon. De créer une inertie thermique un peu plus importante là-dedans que sur des tables qui ne seront pas équipées. Et pareil pour la couche chaude, quand on est vraiment dans des nuits où on sait qu'on va avoir -5, -10, eh ben, on n'hésite pas, je le mets et on descend. Ouais, c'est pour ça qu'on a 7 degrés dans la pépinière et 12 degrés sur la couche chaude, parce que j'ai rajouté les voiles en plus. Ça permet de garder la chaleur. Donc on trouve des petites astuces toujours, et puis ça ne demande pas... une fois que c'est en place, je peux le laisser en place pendant toute la période d'utilisation des tables. Et ça ne me dérange en rien, même si je ne mets pas de voile, ça ne me dérange en rien, la plante elle peut très bien pousser. Là le seul truc c'est quand on met un voile et qu'on a des grandes plantes sur le côté, il faut que je trouve un moyen peut-être pour faire quelque chose de plus carré, pour que la plante puisse bien pousser. Ça y est. Voilà. Vous récupérez une partie de la semence, vous achetez la semence Pour le moment, j'achète. Et avec MSV depuis fin d'année dernière, fin 2021. Début de cette année, oui. Ouais, c'est pareil. Début de cette année, c'est mieux. On a mis en place un groupe de maraîchers qui souhaitent se former sur la reproduction de semences. Et on a commencé ça en début de cette année. C'est encore un petit peu
On a un projet de 3 ans. Ouais. C'est que on est, À reproduire leurs semences et se les partagent, faire un réseau local. ouais, on est que sur le lancement, donc voilà, il y a plein de mises en place à faire. Mais pour le moment, j'achète. Et- C'est pas d'être complètement indépendant, hein, c'est Oui. de garder les semences, enfin de reproduire les semences qui vont bien et qui parfois sont pas reproduites par les semenciers, qui ne retrouvent pas d'année en année, et puis potentiellement d'adapter un peu les semences aussi à leur mode de culture et puis au contexte. Et puis une petite part d'autonomie financière aussi, c'est clair. J'en parlais tout à l'heure avec Sophie, donc on avait commencé en début d'année, donc le début d'année, on avait déjà, même si c'est janvier, on a déjà fait le planning pour l'année. Mais là, depuis un mois, que je réfléchis à mettre en place dans le jardin 4, on va y aller de toute façon vite fait, dans le jardin 4, des endroits où je vais pouvoir mettre des carrés de reproduction potagère. Donc là, je redessine, c'est-à-dire que je ne vais plus avoir de planches et je vais faire des carrés pour la reproduction. Et comme ça, je sais que là-bas, ce que je mets là-bas, c'est pour la reproduction et je viendrai que récolter pour la reproduction de semences. Donc ça fait partie, chez moi, ça fait partie de mon objectif parce qu'en plus, je souhaiterais en proposer également à la vente. C'est-à-dire qu'en plus des plants, les semis de tout ce qui est radis, carottes, j'aimerais bien que les gens puissent le récupérer chez moi aussi. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont contents des plants, donc je pense qu'ils pourraient être que contents des semences. Enfin, j'espère. Voilà. Du coup, c'est combien votre budget pour les semences en début d'année? Ça tourne autour de entre 1400 et 1800 euros par année. Il y a combien de surface cultivée? Parce que moi, Oui, c'est vrai, il y a 72 arts total et 100 passe-pieds. Que les planches, ouais. 19 arts. 19. Ouais. Uniquement sur le jardin extérieur. Donc j'inclus pas la forêt jardin, j'inclus pas le tunnel. Voilà. C'est suffisant. Voilà, il y a besoin quand même de pas mal de temps pour s'occuper de tout ça, quoi. peut-être aller voir le jardin 4. Ouais, on peut y aller. Ouais. Et juste le balast, la communication des plantes, il n'y a aucune protection Non, c'est juste, je crois que c'est du pain, il me semble. Mais ça tient. Non, ça fait 3 ans que je les ai. Non, c'est brut. C'est juste qu'à partir du moment où ça sèche, ça reste pas humide toute l'année. À partir du moment où ça sèche, il n'y a pas de souci, quoi. Pour ceux qui veulent regarder au passage les passe-pieds, donc il y a encore du trèfle dessus, le fétuc il a pris un peu de hauteur, mais il faut que j'investisse dans cette débroussailleuse. Là il y a beaucoup de choses, il y a du mesclin, il y a de la salade asiatique, il y a du Mizuna en orange, et puis des carottes, les carottes se trouvent en face, mais il faut dessus. Il y a du cresson sur la droite, il y a des salades là à gauche, au milieu il y a des navets, il y a des radis tout à droite. Voilà, donc c'est toutes les cultures à droite et Donc les structures pour palisser, elles restent constantes. oui, c'est pas des filets, c'est des voiles de forçage. Donc l'idée c'est de descendre le voile de forçage et ça fait un tipi en fait qui prend l'équivalent de 3 planches. Et je multiplie les couches. Et donc du coup, j'augmente l'inertie thermique au niveau des plants. Et mes plants se développent plus vite aussi. C'est pour la chaleur. Voilà, pour garder la chaleur au maximum à l'intérieur. Ils sont mis et enlevés quand? Là, pour le moment, je n'ai pas besoin en fonction des températures extérieures et puis des cultures que j'ai en dessous. Voilà. Mais ça, j'ai commencé à mettre ça l'année dernière et c'est pareil, on avait commencé à prendre des températures intérieures et extérieures. On avait toujours trouvé un petit peu 1 ou 2 degrés des fois supérieurs sous l'espèce de tipi que je vais avoir créé. 1 ou 2 degrés de plus que l'extérieur. Et que même dans la serre en général. Hein. Ça aide pas mal. Là où je trouve qu'il y a un gros avantage, c'est quand ça a bien capté de la chaleur dans la journée, ça met beaucoup plus de temps à descendre en température et donc du coup tout ce temps-là, la plante en profite pour continuer à se développer. Voilà. C'est le principe de... Quelqu'un va pouvoir m'aider? Un Américain qui fait de la permaculture. Elliot Coleman, ouais, c'est ça. Voilà.
C'est multiplier les couches. Et j'ai même dans l'idée d'essayer de mettre en place des tunnels nantais, là où j'ai pas de treillis bien sûr, hein, mais sur les autres planches, mettre un tunnel nantais encore en plus. Voir si, par exemple, en début d'année, si je veux pas mettre dans les premières aubergines, vraiment les forcer un maximum, voilà, ce genre de choses. Voilà. Mais petit à petit, hein, on peut pas tout faire d'un coup. Voilà. L'idée est là. Tu fais? Allez, la porte. Je suis là, les gars. Là, la porte. C'est bien. Dan? Non, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Juste, on va rester un petit peu. Ouais. En fait, je vous demande de ne pas marcher là. J'ai semé et le seigle commence à sortir. Donc, ça risque de lui donner un petit coup. On le voit pas, on le voit. Si, on va le voir. Où c'est qu'il est? Ouais, moi j'en vois. Mais il fait même pas 1 centimètre quoi. Là, il y en a là. Voilà, il est rouge. On voit la graine et on voit la plante qui est sortie. Là, il y en a partout. Donc là, c'est comme je vous ai dit, donc il y a 3 jardins. Le 3e jardin, c'est là où il y a la paille encore. La limite entre le jardin 3 et 4, c'est les pommiers qu'il y a ici. Et ça, c'est le jardin 4 qui normalement aurait dû aller. On voit le dernier asperceur là-bas au niveau du grillage pratiquement. Donc ça, c'est le jardin 4 qui aurait dû aller jusque là-bas. Donc j'ai empiété dessus avec la forêt jardin. Donc tout ce qu'on voit derrière, c'est la forêt jardin qui est en cours d'installation. Le chien-dent a un petit peu repris le dessus. Il m'emmerde bien. Mais bon, c'est comme ça, hein, on fait avec. Et cette partie qu'il y a devant nous, donc cette partie paillée devant moi, là, ça a été semé avec du seigle-vesse. L'autre partie derrière les aubergines, c'est niveau semé avec du seigle-vesse, là où il y a juste ma chienne devant. Et celle-ci où il y a les aubergines, là, c'est encore bâché. Donc en fait, moi, ce que j'avais fait, j'avais mis de la bâche et j'avais paillé par-dessus. La raison pour laquelle j'ai paillé par-dessus, c'est quand on voit les températures qu'on a eues en plein été, là, si j'avais pas paillé, je me serais retrouvé avec une température du sol bien trop élevée. Donc là, j'ai paillé par-dessus pour protéger la hausse de température au niveau du sol. Les aubergines qui restent en place sont des aubergines que je vais récolter pour les semences. On voit qu'elles sont bien grosses encore. Hein. Donc ça, c'est une variété qui est comme ça. Donc là, je vais juste attendre qu'elle mûrisse. Pour mûrir, il faut qu'elle commence à devenir un peu jaune. Jaune, là on en a une. Jaune comme ça. Celle-là est trop petite, je la récolterai pas. Je fais une petite sélection par rapport à la taille, mais voilà. Donc voilà, ça c'est la couleur de récolte pour des semis d'aubergines. Les tas de cailloux, c'est ça hein? Tas de cailloux. Des temples bouddhistes. Non, il n'y a pas de... ouais, pas de religion. Mais en fait, c'est du béton. Alors, c'est ce qui se trouvait sous les pavés. Donc tous les pavés qu'il y a ici, en dessous il y avait du béton, c'était dans la cour chez nous. Et au lieu de faire des allers-retours à la déchetterie, j'ai dit à mon frère, donne-les-moi, je les récupère, je vais faire un truc. Et en fait j'ai installé, donc ça, partout où vous avez des tas de cailloux, c'est une planche permanente. Je vous avais dit tout à l'heure que j'avais organisé mes jardins avec des planches permanentes dans chaque jardin. Et dans les planches permanentes, j'ai également mis en place des tas de béton, enfin ou de cailloux, ou comme vous voulez l'appeler, peu importe, pour la biodiversité. Donc là, il y a pas mal de lézards, je vois pas mal de lézards qui se baladent dedans. Et il y en a certains qui ont été habités par des hérissons. Parce que vous voyez le tas de cailloux là-bas au niveau des grandes feuilles de cardon, il y a un trou en bas à la base. On a mis un abri à la base de chaque tas. Et j'ai retrouvé des coquilles d'escargots morts dans un. Donc c'est que les hérissons sont pas loin et que ça leur plaît pas mal comme abri. Donc voilà, ça m'aide à pouvoir gérer également les limaces, les escargots. Donc toujours dans l'idée d'avoir un maximum de biodiversité dans les jardins. C'est les arbres, les haies qui se trouvent tout autour, les installations du type tas de cailloux, tas de bois également que je vais rapporter, que j'ai pas encore fait, mais ça viendra un jour. Toutes ces choses-là me permettent de ne pas avoir à utiliser de produits, que ce soit des produits bio ou pas bio, ou même des recettes fait maison, peu importe, ou des thés de compost, ou ce genre de choses. Mais en tout cas, moi je passe pas de temps à faire ça pendant que la nature, elle, s'autogère. Voilà. Dans mon idée, c'est ça, ouais.
mouchoirs là, c'est pour Les rapaces, ouais. les rapaces. Ouais. Et ça marche super bien. J'en ai très très souvent dessus. Ça m'arrive même des fois, j'ai une buse, un faucon, enfin voilà, ils adorent. Et ils sont devenus tellement habitués au jardin que je les vois même poser sur les poteaux là, ceux qui font 3 mètres là, juste à côté de nous là, les tuteurs, même sur. Ah mince, non je l'ai enlevé. Même sur des fois sur le grillage aussi, sur les treillis, en plein milieu des jardins. Donc ça n'a même pas besoin d'être très haut, ils sont quand même là. Donc je suis assez content, ouais. Après il y a les chats des voisins qui se baladent. Et puis mon père qui fait la chasse aux campagnols tous les hivers. On en sort à peu près entre 250 en moyenne, tous les hivers. Bah, à la tapette. Tapette répartie un peu partout dans les jardins. Et il vient relever les tapettes et puis voilà quoi. De toute façon, il n'y a que ça à faire. La première année, on ne l'avait pas fait et à partir de la deuxième année, quand on l'a fait, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup moins de pression sur les cultures. Sinon, on avait les betteraves, les carottes. Dès qu'ils trouvent un rang de betterave, bah, ils y vont. Ils tapent dedans et ça défonce tout. Par contre, depuis qu'on l'a fait, on voit toujours quelques betteraves, quelques carottes qui sont bouffées. Mais c'est pas de là à détruire un tiers ou une moitié de culture, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Du coup voilà, et puis on a fait à peu près le tour, ouais. Donc c'est ici que vous voudriez faire la création de semences. Ouais, du coup à la place de là où il y aura la bâche. Parce que là, quand j'aurai fini de récolter pour les aubergines, pour les semences, on sera beaucoup trop tard pour semer des couverts végétaux. Donc là, j'ai plus envie, donc je vais préparer directement pour la reproduction de l'année prochaine. Comme ça, au printemps, je suis prêt, si je veux déjà planter des trucs pour reproduire. Ça peut être des salades primeurs, hein. J'ai une variété de salades primeurs qui se sèment de février à début avril, je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment très tôt. Donc comme ça c'est déjà prêt, je peux venir semer mes salades, les laisser monter en graines et récolter les graines plus tard vers mai-juin, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Si ça vous intéresse, pour ceux que ça intéresse, je vais juste ouvrir la porte là si vous voulez venir voir pour le. Et objectif de récolter les carottes. Alors ça c'est pour un restaurateur. Donc là on est sur de la carotte à peu près cette taille et puis 7 à 10 cm de long. C'est pour restaurateur. Sinon l'année dernière j'avais fait la même chose et je me suis retrouvé avec des belles carottes primeurs, très très primeurs, hein, pour le coup. Hein. Et ça avait super bien marché. Donc là le semis c'était fin octobre. Il y a une bonne épaisseur là. Ouais, alors ça c'est du fait à force de rajouter. Ouais. À force de 2 ans au final. Voilà. C'est ça, 3 maintenant, fin de 3e saison. Donc à force de rajouter, ouais. Je teste tous les ans autre chose et là on a testé les betteraves en ligne. Donc il y a une ligne centrale au milieu des carottes. Et après les avoir plantées, je me suis dit mince, j'ai fait une bêtise, j'aurais plutôt dû mettre des oignons. Parce que la feuille de betterave est beaucoup plus large, donc va faire un peu d'ombre sur les carottes, alors que la feuille d'oignon est beaucoup plus fine. L'inconvénient de la feuille de l'oignon, c'est c'est un bulbe également, comme la carotte qui est une racine. Donc maintenant je vais voir. Bon, la betterave aussi c'est une racine, mais bon, on va voir.